Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formule de Géopolitis. Nous allons désormais passer 26 minutes ensemble et aujourd'hui pour parler d'un pays qui nous est cher, la Suisse. Au sommaire, indépendance, neutralité, prospérité, le modèle helvétique fait-il encore rêver? Quelle est la place de la Suisse dans le monde? Secret bancaire, évasion fiscale, l'image du pays souffre-t-elle des affaires? Comment sommes-nous perçus à l'étranger? Roger Federer est-il notre meilleur ambassadeur? Réponse d'un autre ambassadeur officiel, celui-là, Nicolas Bidault, est notre invité. Enfin, nous ferons un détour par Bruxelles. Les négociations Suisse-Union européenne s'enlisent et à Bruxelles, cette Suisse qui ne veut rien faire comme les autres commence par agacer. Bien des choses ont été dites sur la prospérité des Suisses, leur ponctualité, leur impeccable organisation, la précision de leurs machines, la qualité de leurs écoles. On pourrait ajouter, n'ayons pas peur de verser dans les clichés, la somptuosité de nos paysages et l'excellence de notre chocolat. La qualité suisse, notre fameux Swiss Made, est souvent admirée au dehors. Mais comment la Suisse est-elle réellement comprise à l'étranger? Son influence politique, sa diplomatie sont-elles à la hauteur de sa prospérité économique? Car prospérité, il y a, c'est incontestable. Les Suisses sont les plus riches du monde. C'est une étude du Crédit Suisse qui le confirme, avec 537 000 équivalents dollars par habitant. Ils devancent les Australiens, 402 000 $, et les Américains, 388 000 $. Il n'y a pratiquement pas de chômage en Suisse. 2,4% de la population active, au même niveau que la République tchèque, mais mieux que l'Allemagne, 3,4%. En comparaison, la France affiche encore 9,1% et l'Italie 10,7% de chômage. Cerise sur le gâteau, les comptes de la Confédération helvétique dégagent des excédents à faire pâlir d'envie. 2,3 milliards prévus pour cette année. Toutes choses, évidemment, dont les Suisses sont fiers, mais ils se veulent discrets et se gardent bien de le crier sur tous les toits, des fois qu'on s'aviserait de leur piquer le modèle. L'indépendance, glorifiée au tout début de notre hymne national, inscrite au plus profond des mentalités. Les Suisses y semblent attachés comme le coquillage à son rocher, depuis longtemps, depuis toujours. Depuis un certain jour du mois d'août 1291, sur une verte prairie, les trois Suisses des vallées d'Uri, de Schwyz et de Nidwald se sont alors jurés assistance et fidélité, bien décidés à ne pas laisser les Habsbourg dominer le passage du Gothard. Indépendance symbolisée par notre héros national. Non, pas Roger Federer. Je veux parler de Guillaume Tell. Sa légende se perpétue dans les livres d'histoire et brille toujours sur notre pièce de 5 francs. Indépendance des cantons à l'égard du pouvoir fédéral, des communes vis-à-vis des cantons. C'est ainsi que les Suisses ont inventé le fédéralisme à la sauce helvétique. 4 cultures, 4 langues, réunies dans un subtil système politique où le peuple est érigé en souverain. Non mais, qui est-ce qui commande en Suisse? Le peuple. Le peuple, le peuple, le peuple. Plusieurs fois par année, les Suisses votent sur des initiatives ou des référendums, sur des projets de loi, tout y passe. L'achat d'un nouvel avion de combat, une 6e semaine de vacances payées, refusée par le peuple, et on votera prochainement sur les cornes de nos vaches. Indépendance répétée comme un mantra, à droite surtout. On l'a brandi à chaque fois qu'il faut débattre de nos relations avec l'étranger. Le pays doit rester souverain. On veut que la Suisse reste la Suisse. Les occasions n'ont pas manqué. Adhésion à l'Union européenne, relations bilatérales, libre circulation des personnes. La neutralité, autre pilier de cette Suisse différente, boussole de notre diplomatie. Grâce à elle, la Suisse échappera à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Hitler et ses généraux n'ont semble-t-il jamais jugé utile d'envahir le petit voisin retranché dans son réduit alpin. Au nom de cette sacro-sainte neutralité, le pays des Confédérés se refusera longtemps à adhérer aux Nations Unies. Il ne franchira le pas qu'en avril 2002, à la suite d'une votation historique.
mais en faisant garantir son statut de pays neutre. Monsieur le Ainsi, Président, la Suisse n'est pas automatiquement associée aux sanctions internationales adoptées à l'encontre des fauteurs de guerre. Il est vrai parfois que notre neutralité se révèle à géométrie variable. Ainsi, au temps de l'apartheid, la Suisse allait continuer de commercer avec l'Afrique du Sud, pourtant soumise à un sévère embargo international. Quoi qu'on en dise, la Suisse inspire confiance. C'est un pays stable, fiable et prospère. Ni pour ni contre, bien au contraire. Bonjour Nicolas Wido. Bonjour. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Vous dirigez depuis 8 ans Présence Suisse. Présence Suisse, c'est l'organe de la Confédération chargé de promouvoir la Suisse à l'étranger, de profiler notre pays. Est-ce que la Suisse est un pays aimé ? Ah oui, j'ai de la chance. Le boulot, parfois, il est facile. On aime notre chocolat, nos montagnes, nos montres, et puis on aime aussi notre stabilité politique et économique. Oui, la Suisse est un pays aimé dans le monde. Mais jalousé aussi parfois, non ? Jalousé aussi parfois par nos compétiteurs, ceux qui aimeraient être un peu comme nous, etc. Ou lorsque parfois, soi-disant, on pique leur argent, on pique l'argent des Français, des Allemands. Là, il y a un peu de jalousie, mais généralement, ça va pas mal quand même. Au classement international des nations, la Suisse a perdu quelques rangs ces dernières années. Elle était 7e, je crois 8e l'année dernière. Comment vous expliquez ce recul ? Bon, c'est relatif, un petit pays qui reste dans le top 10 depuis des années et des années. Je crois que ça dépend malheureusement d'une bonne saison, une mauvaise saison de Federer, parce que les fondamentaux sont là. On reste parmi le top 10 sur 180 nations, ça reste pas mal quand même pour un petit pays comme le nôtre. Et ça vous facilite le travail ? Ça me facilite le travail en grande partie, oui. Quels sont les points forts ? Qu'est-ce qui se vend bien de la Suisse, à part Federer ? Alors, je pense que tous nos produits d'exportation se vendent très bien. Il y a un bon marketing. Le Made in Switzerland est très aimé par les consommateurs, que ce soit en Suisse par rapport au tourisme, mais aussi avec une tablette de chocolat, une montre, etc. C'est ça qui fait la Suisse à l'étranger. C'est des produits très émotionnels. Donc, on se les approprie. On a un lien personnel avec la Suisse, ce qui fait qu'on se vend bien comme ça en grande partie. Est-ce que notre système politique, la démocratie directe ou notre neutralité, c'est aussi des produits d'appel ? Oui, c'est des produits d'appel. Surtout, je dirais, avec une espèce de gueule de bois post-guerre froide, avec des pays qui se recherchent en termes de démocratie, où est la place du peuple, où est la place des élites. Et nous, on a une solution qui mixe pas mal les deux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un produit d'appel très fort. On a des doutes sur la démocratie libérale, notamment en Europe. La Suisse n'en a pas. On a le sentiment, parfois, qu'il y a un décalage en notre puissance économique, 20e au monde, je crois, et puis notre poids diplomatique, notre poids politique sur la scène internationale. C'est vrai, cette Suisse neutre et indépendante était une carte parfaite pour la guerre froide. Les deux puissances savaient qu'on pouvait se rencontrer à Genève, on nous demandait plus facilement, on nous donnait des mandats de médiation. Aujourd'hui, on est un monde multipolaire qui se cherche, donc la Suisse, on a moins le réflexe de la Suisse en termes de politique étrangère, donc moins de visibilité pour la politique étrangère suisse. On a le sentiment aussi parfois que la Suisse est frileuse, qu'elle hésite à se vendre, qu'elle est prudente, qu'elle ne veut pas faire d'erreur. C'est votre cas ? C'est vrai, parce qu'au fond, jusqu'à l'affaire des fonds juifs, fin des années 90, la Suisse avait une communication très simple. Le silence, la qualité de ses produits parlait pour elle, etc. Puis on s'est rendu compte tout d'un coup que ce n'était pas toujours facile, qu'il fallait se vendre. Sinon les autres parlaient de nous, il fallait parler. Et on n'a pas tellement l'habitude. On n'aime pas trop les grandes gueules, on n'aime pas trop communiquer. Donc on a ce côté frileux. Je dirais que c'est une absence de savoir-faire en communication, surtout. Peur du chaos, peur de déranger. Ouais, peur d'en faire trop, peur d'être trop visible, etc. On aime quand même notre neutralité silencieuse. Ça, c'est quand même notre ADN encore. Alors, pour mesurer l'image de la Suisse à l'étranger, vous avez tout un attirail, toutes sortes d'outils. En quelques mots, ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en un attirail classique, des enquêtes d'opinion. On demande aux gens ce qu'ils pensent de la Suisse partout dans le monde. Ça, c'est là le plus solide, je dirais, parce que c'est vraiment le reflet d'une opinion. Après, on a aussi les médias, vos confrères, nos voix depuis l'Angleterre, les États-Unis, etc., la Chine. Et puis récemment, les médias sociaux, qui sont aussi une espèce de sonde comme ça, de ce que pensent les opinions publiques à propos de la Suisse. Le dernier sondage public d'opinion que vous avez fait, c'était où dans le monde, à propos de la Suisse ? C'était en Chine, récemment. C'était en Chine. Absolument. Et notre image en Chine ? Va plutôt bien. Scandales, oui, parce que les scandales financiers, par exemple, touchent beaucoup moins la Chine. La Chine est fascinée par cette capacité qu'on a, notamment, à avoir une place financière suisse, plutôt parce qu'on est quand même relativement loin et que parfois la Suisse, ce qu'ils ont en tête, est relativement fantasmée. Et parfois, je dois corriger. Je dois un peu vendre la Suisse réelle et pas la Suisse fantasmée des classes moyennes chinoises, par exemple. D'accord. Et donc, si je comprends bien, parfois, il y a un décalage entre ce qui fait les grands titres des médias
Et puis les sondages d'opinion. Absolument. Et un décalage qui va en notre faveur en ce qui concerne les sondages d'opinion. L'image de la Suisse est bien meilleure dans les sondages d'opinion que dans la presse qui, parfois, vous connaissez ça, doit vendre à travers des scandales et moins vendre à travers des belles histoires sur certains pays. Alors justement, on évoque les scandales, il y a eu nos coffres-forts, les affaires d'évasion fiscale. Il y a un autre domaine économique qui est parfois controversé, c'est le secteur du négoce. Et la Suisse en est un des leaders au monde. Savez-vous qu'un tiers de tout le pétrole mondial est vendu et acheté à Genève? C'est un sujet de Steven Mossa. Cargill, Glencore, Trafigura, Vitol, quelques noms parmi les 570 sociétés de négoce de matières premières installées en Suisse. Des entreprises implantées pour la plupart entre Genève et Lausanne et dans les cantons de Zoug et du Tessin. Le secteur du négoce s'est développé en Suisse de manière spectaculaire ces 15 dernières années, avec un chiffre d'affaires qui grimpe de 2 milliards de francs en 2002 à environ 25 milliards l'année passée. Il génère 3,6% du produit intérieur brut helvétique. En Suisse, s'échangent aujourd'hui 2 tiers du marché mondial des céréales et des métaux, la moitié du marché du sucre, du café et du coton, et un peu plus d'1 tiers de tout le pétrole brut vendu dans le monde. Mais comment la Suisse, sans aucun accès à la mer, est-elle devenue la capitale du commerce de matières premières? Des pionniers, comme les frères Folkart, vont développer le secteur dès la première moitié du 19e siècle. Mais c'est en 1956 qu'un tournant décisif va s'opérer. En pleine crise de Suez, le président Nasser chasse les cotonniers d'Égypte qui se réfugient alors en Suisse, où ils continueront à vendre du coton. Et toujours en 1956, les géants américains du négoce, Philip Brothers et Cargill, s'implantent à Zoug et à Genève. Pourquoi Cargill choisit la Suisse? Car elle se trouve au centre d'une Europe ravagée par la guerre avec un énorme besoin en céréales. Et elle offre, en plus d'une position de choix entre l'Ouest et l'Est, une stabilité politique, une paix sociale, une main-d'œuvre qualifiée et surtout d'excellentes conditions fiscales. Dès les années 70, les banques helvétiques entrent dans le jeu du négoce en permettant aux traders d'emprunter des crédits en fonction de la valeur de la transaction et non du bilan de leur société. De quoi attirer sur sol suisse une nouvelle clientèle de marchands, notamment pétroliers. L'industrie suisse des matières premières n'est pas à l'abri des critiques pour son manque de transparence et à cause des soupçons de corruption pour obtenir des marchés à bas prix. Comme le géant Glencore, certaines entreprises se trouvent dans le viseur de la justice. Un ancien employé de Gunvor a même été condamné pour le versement de pots de vin. Alors, on parlait des affaires tout à l'heure. Il y a eu autrefois les fonds juifs en déshérence. C'était un moment très fort pour l'image de la Suisse. Les affaires d'évasion des banques aux États-Unis, plus récemment les Panama Papers. Est-ce que cette ombre est passée sur l'image de la Suisse? Pas encore vraiment, il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que l'impact des affaires était très fort. Et finalement, les affaires nous rattrapent. Lorsqu'on prend par exemple le ministre Cahuzac qui vient d'être condamné maintenant, il a été condamné parce qu'un jour il avait soi-disant ou pas un compte en Suisse. Ces affaires sont là malgré le changement de paradigme. Donc il faut communiquer davantage. Avec Uli Moirer, le conseiller fédéral, on a souvent discuté d'une place financière qui devrait être proactive. On devrait parler de fintech davantage que de l'affaire Cahuzac dans les médias, je pense. Est-ce qu'il y a des pays où ces affaires résonnent plus, ont plus d'impact? Les pays voisins, très clairement. Cahuzac, c'est un bon exemple. Lorsque vous avez les Français qui ont l'impression que des impôts leur échappent parce qu'ils sont en Suisse, ça, c'est très, très mauvais. Il suffit que la conjoncture soit mauvaise en Allemagne, en Italie, en France, pour que ces affaires-là suscitent des sentiments négatifs vis-à-vis de la Suisse. Donc, nos voisins sont les plus critiques à l'égard de la Suisse? Sont les plus critiques. Par contre, lorsqu'on va en Chine, en Corée, récemment, j'étais en Asie centrale, le fait d'avoir une concentration d'avoir, de l'épargne, ça, c'est un signe de puissance et c'est positif. C'est intéressant de voir les décalages. Il y a eu le 9 février, le moment où la Suisse décide de réguler de manière autonome son immigration, travailleurs étrangers. Je suppose que ça a nécessité un supplément d'explication de votre part. Absolument. Chaque initiative populaire, on les prépare. Lorsqu'on sent qu'une est un peu sensible, alors on va faire une communication pour expliquer le système suisse. Celle-ci, elle est en amont même. En amont, bien évidemment. Parce qu'on sent les résultats. On les sent, on est préparé pour le pire comme pour le bon.
Le 9 février est spécifiquement difficile parce qu'il faut communiquer vis-à-vis des élites, des médias, des fonctionnaires à Berlin, Paris, Bruxelles évidemment, et aussi la population qui a tendance à penser que c'est pas mal parce que la population est plus conservatrice que les élites sur les questions de migration. Là, on est pris dans un dilemme de communication pas toujours évident. Qu'est-ce qui a récemment agité les grands médias étrangers ? Sur les questions de migration, justement, la décision de la municipalité de Lausanne de ne pas accorder la nationalité suisse à ce couple qui n'a pas voulu répondre à des questions pour des raisons religieuses. Donc d'abord, l'égalité des sexes plus fort que la liberté de religion, ça a beaucoup intéressé parce que c'est une affaire dans l'air. La question de la migration, de l'immigration, des nationalités, ça a ajouté beaucoup à l'étranger. Mais ça agite comment? Ça agite, on comprend la Suisse ou ça fait partie de l'image plus ou ça fait partie de l'image moins? Il y a eu un peu du pour et du contre, mais je dirais que dans l'ensemble, il y a un bon storytelling. C'est-à-dire que vous avez une décision claire, on n'accorde pas la nationalité parce que les valeurs constitutionnelles sont plus fortes que d'autres. Donc là, vous avez une décision claire dans une Europe qui hésite véritablement de savoir qui elle est, comment elle doit se positionner par rapport à l'immigration. C'est plutôt positif parce que la Suisse est claire, certes un peu conservatrice, mais claire. Quels sont les pays où vous devez, j'allais dire mettre la briquette, mais vraiment travailler beaucoup pour renforcer, bonifier cette image de la Suisse? C'est quoi vos priorités? Je pense que c'est surtout les pays voisins. Les pays voisins qui sont dans une relation ambivalente avec nous. C'est 60% de nos marchés d'exportation. Ils ne comprennent pas toujours notre politique par rapport à l'Union européenne, par rapport à ce pays qui est plutôt isolationniste. Là, il faut mettre la briquette. Il faut montrer pourquoi on est isolationniste et changer l'histoire aussi. Moi, j'essaie de raconter des nouvelles histoires sur la Suisse. Par exemple, dernièrement, on a lancé une campagne sur les drones. La Suisse est un pays très en avance dans le domaine des drones. On essaie de changer un petit peu le narratif. C'est un gros boulot. Et puis au Brésil, vous m'avez dit, c'est une brosse à dents qui fait l'image de la Suisse. Alors au Brésil, tout d'un coup, on se rend compte que c'est peut-être moins chocolat et fromage, mais une brosse à dents super luxe que tous les Brésiliens s'arrachent. Et au fond, voilà, c'est une production d'une image inattendue pour nous, sur laquelle on peut surfer avec beaucoup de plaisir, parce que le pays de la brosse à dents, ça, c'est du nouveau pour la Suisse. À part vous, on a un ambassadeur quand même formidable. C'est pour vous un adjoint formidable, je suppose. C'est Roger Federer, non? Oui, alors Roger Federer, ce qui est génial, c'est que non seulement il gagne sur la durée, et justement, il incarne les valeurs de la Suisse. Précision, le Swiss made qui dure longtemps. Lorsque vous payez un Federer, vous en avez pour 30 ans, comme lorsque vous achetez une montre suisse. Donc, il y a cette proximité aux valeurs suisses qui nous fait un ambassadeur plus que génial, ouais. Merci, Nicolas Wido. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Merci. Partagez. La Suisse et l'Union européenne entretiennent une relation compliquée, gérée tant bien que mal à travers une série d'accords bilatéraux laborieusement négociés. Mais les négociations s'enlisent. Faut-il parler de crise? La Suisse ne devient-elle pas une épine dans les pieds de l'Union européenne au moment du Brexit? Le point sur ce dossier kafkaïen avec Isabelle Horry, correspondante de la RTS à Bruxelles. Les relations bilatérales, c'est comme un long feuilleton avec de nombreuses saisons. Un feuilleton qui était déjà compliqué en soi, mais qui, c'est vrai, depuis le Brexit, est devenu quasiment kafkaïen. Depuis plusieurs saisons, le thème principal, c'est l'avenir de la relation. L'Union européenne voudrait mieux l'encadrer, faire un accord cadre, une sorte de mode d'emploi pour tous les accords qui ont été signés ces dernières décennies. En gros, il dirait comment régler les disputes. Le problème, c'est que pour y arriver, il faudrait que la Suisse fasse des concessions qui sont lourdes, symboliquement, politiquement. Par exemple, Bruxelles voudrait que Berne renonce à ses mesures d'accompagnement de la libre circulation et reprenne la législation européenne. En Suisse, les syndicats se mobilisent. Pour eux, les exigences de Bruxelles sont une menace directe sur les salaires. Sur ce sujet, le Conseil fédéral semblait disposé à faire des concessions à l'Europe. Mais la classe politique, gauche et droite confondues, se cabre. C'est tendu, la Suisse n'est pas du tout pressée, mais les Européens, eux, veulent conclure. Alors ils mettent la pression parce qu'ils veulent régler le cas suisse une bonne fois pour toutes, mais aussi parce que le dossier Brexit pose les mêmes questions sur la libre circulation des personnes, sur l'accès au marché, sur le règlement des différends. Et du coup, Bruxelles a peur que Londres s'inspire de l'exception suisse. La petite Suisse ne parvient plus à obtenir tout ce qu'elle veut d'une Union européenne divisée. C'était plus facile il y a 25 ans face à l'Europe des 12.
Aujourd'hui, l'Europe compte 27 membres et elle est en crise permanente. Après la crise de la zone euro, il y a eu le Brexit, le populisme, les questions migratoires. Elle se pose la question de sa survie, elle doit prouver son utilité, sa valeur ajoutée, prouver qu'on est mieux dedans que dehors. Or, au milieu du continent, il y a ce pays prospère, compétitif, démocrate, qui justement n'est pas dans l'Union européenne. Le contre-exemple parfait, une inspiration pour beaucoup d'europhobes. Donc la réussite suisse ici, elle agace, on voudrait qu'elle soit moindre. On l'a bien senti, par exemple, quand il a été question de reconduire l'équivalence pour la bourse suisse, pas question de faire des cadeaux. Hors micro, les diplomates et les hauts fonctionnaires ne cachent pas leur énervement. En revanche, devant les caméras, là, on ne parle que d'amitié et de liens étroits. Et voici maintenant notre rubrique « Ce jour-là ». Chaque semaine, nous vous proposons un coup de projecteur sur un événement international. La Suisse ne fait décidément jamais rien comme les autres et elle aura mis longtemps avant de rejoindre l'ONU. Ce jour-là, à New York, notre président s'appelait Caspar Villiger et c'est un certain Dominique de Villepin à qui revenait l'honneur d'accueillir la Suisse dans la grande famille des Nations Unies. Ce jour-là, raconté par Kevin Gertsch. La Suisse, avec son système de démocratie directe élaboré au fil des siècles par le patient travail des plus grands juristes, renforcera l'inspiration démocratique de notre organisation. Ce jour-là, le 10 septembre 2002, la Suisse enfin rejoignait les Nations Unies. Elle en devient le 190e État membre, après les îles de Tuvalu et juste avant le Timor oriental. La délégation suisse, emmenée par le président Caspar Villiger, quitte le banc des observateurs. Elle prend une vraie place dans l'Assemblée, entre la Syrie et la Suède. En tant qu'État observateur, nous pratiquions déjà l'esprit de bon voisinage prôné par la Charte des Nations Unies. Pourtant, l'adhésion pleine et entière n'est pas allée de soi. Nombre de mes concitoyens étaient partagés. Partagés, effectivement. C'est avec une majorité de 54,6% que les Suisses, 6 mois plus tôt, avaient dit oui aux Nations Unies. La campagne avait été dure, face aux partisans d'une Suisse ouverte, une droite conservatrice, gardienne de notre sacro-sainte neutralité. Moi, je crois aussi que la neutralité suisse, c'est pas une chose, on peut dire, oh, aujourd'hui, il est un peu autrement qu'hier. Ça, c'est un principe qui est bon pour notre pays. 16 ans auparavant, c'est le nom qui l'avait emporté. L'adhésion aux Nations Unies avait été balayée par les 3/4 des votants. Pour prolonger cette émission et partager le bonheur suisse, vous pouvez suivre la page Facebook de Présence Suisse, les tribulations de notre invité du jour, l'ambassadeur Nicolas Bidault. À signaler, ce n'est pas tout récent, l'essai politique de Joël Koons, La Suisse sous le génie de la dépendance, publié en 2013 aux éditions Zoé de Genève. Joël Koons souligne dans la conclusion que la chute du mur de Berlin a entraîné la Suisse dans une attitude de repli au lieu de favoriser un débat sur la place de la Confédération dans un monde plus ouvert et plus coopératif. Le pays a peur, il n'ose pas. Enfin, sur le site RTS Archives, un documentaire intitulé « Pèlerinage, Dieu, le rock et la patrie », une production du magazine Viva, et c'est à revoir sur RTS Play. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un cercle de protection autour de la Suisse? Oui, on pourrait le faire sans autre. Il suffit de l'activer et chaque Suisse est alors responsable d'y participer. Parce que ce qui a été juré au Grütli vaut toujours. Il ne faut pas vouloir transformer la Suisse, imiter l'Amérique ou autre chose. Il ne faut pas vouloir refaire l'histoire. La Suisse reste la Suisse. Après le bonheur suisse, les malheurs du Yémen. Ce sera la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Géopolitis.
Merci de votre fidélité. Excellente semaine à vous tous. À bientôt.